de longue détention. Et je pense que maintenant, ce qui est important, puisqu'on ne peut pas revenir sur la loi, en tout cas à court terme, ce qui est important, c'est de prendre des mesures pour que la pratique et la mise en œuvre puissent permettre de corriger les quelques insuffisances notées dans cette loi-là. Vous avez souvent des dossiers où c'est la parole de la victime contre celle d'un prévenu. Il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a souvent tout juste des témoignages des personnes proches de la victime, le père, la mère, etc. Mais ce sont des témoignages qui ne sont pas suffisants pour aboutir à une condamnation. D'où le nombre élevé de cas de relax. L'infraction de viol, sa particularité, c'est que souvent, elle aboutit à des cas de relax, justement parce que les juges considèrent que souvent, les éléments de preuve qui sont fournis ne sont pas suffisants pour aboutir à une condamnation. Il y a des limites techniques. Oui, des limites liées à la collecte des preuves et à l'insuffisance des preuves pouvant attester de l'imputabilité de l'acte de viol. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que maintenant, avec cette criminalisation, la saisine des juges d'instruction devient obligatoire. Alors, qui dit saisine des juges d'instruction dit également détention préventive. Mandat de dépôt systématique. Le mandat de dépôt n'est pas systématique, mais il y a un risque d'accroissement des cas de longue détention. Puisqu'aujourd'hui, si les dossiers de viol continuent à être enquêtés de la même manière, il est évident que des personnes pourront être poursuivies, placées sous mandat de dépôt, détenues pendant 2-3 ans et finalement acquittées. Je pense que la solution aujourd'hui, bien entendu, je ne remets pas en cause le bien fondé ou le principe de cette loi. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faudrait prendre des mesures alternatives, des mesures d'accompagnement du point de vue des enquêtes, pour que, au niveau des stratégies d'enquête et d'instruction, des éléments suffisants puissent être mis en œuvre, puissent être trouvés pour permettre d'aboutir à des condamnations. Cette loi adoptée par l'Assemblée nationale sur la criminalisation du viol a été l'aboutissement d'une longue bataille menée par les associations. Oui. Je vais citer le célèbre avocat Ciré Clédor Ly qui disait alors sur le site dakaractu.com: il ne faut pas se servir de la pression populaire pour faire voter une loi. En matière de viol, ajoute-t-il, des innocents sont souvent condamnés, il dit presque la même chose que vous, parce qu'on n'arrive pas, selon lui, on n'arrive pas toujours à avoir la mesure d'expertise. Ciré Clédor Ly poursuit: quand on n'a pas les moyens de sa politique pénale, on doit faire attention lorsqu'on légifère. Il faudrait d'abord s'entourer des moyens techniques et scientifiques qui pourraient minimiser les erreurs judiciaires. Si je comprends bien, il veut simplement insister sur le fait qu'il faudrait améliorer les stratégies d'enquête. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lors de ce séminaire-là, nous avons décidé de réunir à la fois les juges, les procureurs, les enquêteurs de la police scientifique, pour voir dans quelle mesure on peut aboutir à une mise en œuvre efficace de cette loi. C'est important de mettre en place des stratégies d'enquête pour aboutir au moins à 2 objectifs. Premièrement, c'est garantir une célérité des procédures pour éviter la longue détention, et ensuite avoir des dossiers consistants comportant suffisamment d'éléments pouvant justifier des condamnations. Parce qu'autrement, on risque de revenir à la case départ avec des dossiers de viol qui aboutissent très souvent à des cas de relax ou d'acquittement. Est-ce que dans le processus d'élaboration des lois, on ne devrait pas en amont consulter les magistrats, via peut-être votre association, l'Union des magistrats du Sénégal, pour éviter justement les limites dans ces lois qui vont être adoptées, mises en œuvre, qu'on s'approche de vous de façon formelle ou informelle pour bien écrire les lois? Je suis entièrement d'accord. Je pense que l'UMS, c'est un cadre de réflexion. C'est comme ça que l'on conçoit l'UMS. Un cadre de réflexion et d'action au service des magistrats et de la justice. Et notre objectif, l'un des principaux axes de nos actions, c'est précisément de voir dans quelle mesure on peut contribuer à une meilleure administration de la justice. Il est souhaitable que dans ce genre de réforme-là, qu'on y associe tous les acteurs, pas simplement les magistrats d'ailleurs, les avocats, les magistrats, les enquêteurs, tous ceux qui interviennent dans le processus judiciaire pour que des mesures soient prises et pour que la loi ne comporte pas des insuffisances. Mais quand même, ce n'est pas encore trop tard, puisque là, c'est une question de mise en œuvre de la loi.
Je pense que si tous les acteurs sont sensibilisés, le cadre d'échange que nous offrons aujourd'hui pourra permettre, à défaut de modifier la loi, au moins de prendre des mesures d'accompagnement du point de vue de la pratique pour que la mise en œuvre de la loi soit au moins efficace. On aborde le chapitre des réformes de la justice. Il y a une question sur laquelle l'exécutif ne fait pas de concession sur les rapports de verticalité entre le ministre de la Justice et les parquets. Le ministre de la Justice, il est le supérieur hiérarchique du procureur. Vieille revendication, pas toujours satisfaite. Revendication de tous bords, de l'UMS principalement. Oui, vous me permettrez juste avant de venir à cet aspect-là, de dire un mot sur le bien fondé de nos revendications concernant l'indépendance de la justice. Guy Carcassonne, c'est un grand constitutionnaliste français. Il disait que si, selon Portalis, la justice est la première dette de la souveraineté, selon lui, l'indépendance est la première dette de la justice. Ce que les citoyens attendent de la justice, c'est qu'elle soit certes performante, mais ce qu'ils attendent le plus d'une justice, c'est qu'elle soit indépendante. C'est important. Et cette indépendance-là, elle est assise sur deux piliers. D'abord sur la vertu de ceux qui incarnent, c'est-à-dire les juges, qui doivent être attachés à leur déontologie, qui doivent mettre en avant, faire prévaloir l'intérêt général, la vérité sur toute autre considération. Et le deuxième pilier, c'est l'encadrement juridique et institutionnel de l'indépendance. Et ça, j'insiste sur cet aspect parce que c'est un aspect qui interpelle les pouvoirs publics, qui ont l'obligation de mettre tous les acteurs de la justice en général et les juges en particulier en mesure d'exercer leur office en toute indépendance. Et nous avons insisté sur ça puisqu'il y va de la crédibilité de la justice, il y va aussi de la crédibilité des acteurs que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons insisté sur cet aspect. Ça, c'est sur le bien fondé. Maintenant, sur le contenu, nous avons estimé qu'il y a au moins 3 aspects qui sont importants dans l'expression de cette indépendance-là, dans l'encadrement juridique et institutionnel de cette indépendance-là. Et tous ces aspects-là interpellent les pouvoirs publics. Le premier aspect, c'est la protection statutaire des membres du pouvoir judiciaire. Et ça, ce que je dis là, rien de ce que nous préconisons ne constitue une innovation. C'est une dynamique générale que nous retrouvons partout, à travers tous les grands pays, et bien entendu, même aujourd'hui en Afrique. La protection statutaire des magistrats, ça passe par le respect du principe d'inamovibilité. Un juge ne doit pas pouvoir être affecté à tout moment selon le bon vouloir du pouvoir exécutif. Le premier aspect, donc, c'est le principe d'inamovibilité. Le second aspect de cette protection, c'est l'institution d'un organe autonome de gestion de la carrière des magistrats. Parce qu'on estime que quand un pouvoir exécutif contrôle directement la carrière des magistrats, il peut contrôler indirectement le fonctionnement de la justice. C'est important donc que l'on mette en place un système qui soit vraiment autonome et qui garantisse une gestion objective et transparente de la carrière des magistrats. Le troisième aspect que vous venez de citer, c'est les rapports entre l'organe de poursuite qui est le parquet et le ministère de la Justice. Je précise que sur cet aspect-là, nous ne prenons pas une rupture totale, rupture du cordon ombilical comme on dirait entre le parquet et le ministère de la Justice. Non, nous reconnaissons la prérogative du ministre de la Justice qui est de définir un cadre général de la politique pénale. C'est sa prérogative que nous reconnaissons. Mais cette prérogative ne doit pas aller jusqu'à s'immiscer dans l'exercice des attributions juridictionnelles d'un procureur. Un ministre de la Justice doit pouvoir dire à un procureur général: nous voulons une répression plus sévère, plus efficace du terrorisme. Nous voulons une répression plus efficace des infractions sexuelles, mais il doit s'en arrêter là. Dès lors qu'il s'agit d'arrêter, de poursuivre, de placer sous mandat de dépôt, d'interjeter appel, ça, pour toutes ces questions qui sont d'ordre juridictionnel et judiciaire, le procureur doit retrouver son entière liberté. Et ça, c'est une réforme qui a été déjà adoptée en France. Légalement, il ne l'a pas, le procureur. Non, parce que justement, le procureur, il est soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il peut donner des instructions au procureur général. Et le procureur général répercuter ces instructions aux autres procureurs. Et donc, cette subordination hiérarchique est pour nous une entrave à l'exercice correct de la justice au niveau du parquet. Puisque les procureurs, c'est comme avant tout des magistrats, et dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils doivent le faire de manière tout à fait libre, pour le respect des libertés.
C'est toujours un danger pour les libertés lorsqu'on met un organe de poursuite aussi puissant que le parquet sous la subordination, sous le contrôle d'un pouvoir exécutif. Et voilà pourquoi nous insistons autant sur ça. C'est pour cela qu'il faut relativiser la notion de séparation des pouvoirs. Elle n'est pas effective avec ce rapport de hiérarchie entre le ministère de la Justice et le parquet. Vous savez, vous me permettez, vous me donnez l'occasion d'ailleurs de lever une équivoque. C'est-à-dire quand nous parlons d'indépendance de la justice, nous ne prônons pas l'instauration d'une justice qui fonctionnerait en vase clos, totalement déconnectée des autres organes de pouvoir. La justice, c'est une partie dans un tout. Nous sommes conscients que la justice ne peut pas fonctionner en vase clos. La justice, elle est là, c'est un service public d'abord, et un service public qui doit être organisé, conduit et régulé par les pouvoirs publics. Donc c'est impossible de parler de justice fonctionnant en vase clos. Non, nous ne le prônons pas, c'est même une illusion de le penser. Ça n'existe nulle part à travers le monde. Par contre, les pouvoirs régaliens des pouvoirs publics ne doivent pas aller jusqu'à empiéter sur les attributions juridictionnelles. La frontière entre le juridictionnel et l'administratif, c'est cette frontière-là qu'il faut définir de manière claire pour que de part et d'autre, chaque entité puisse exercer ses attributions de façon autonome. Sinon, ça devient un danger. À chaque fois qu'une autorité politique ou exécutive a la possibilité de s'immiscer dans l'exercice des attributions juridictionnelles, ça devient un danger parce que, comme on dit, là où il y a la politique, il n'y a plus de droit. Lorsque la politique entre dans un procès, le droit sort par la fenêtre. Vous me permettrez peut-être de revenir un peu sur les trois axes de nos propositions de réforme. Garantir une protection réelle, effective du statut des magistrats. Instaurer un organe de gestion de leur carrière qui soit autonome à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Nous estimons qu'aujourd'hui, même si dans les textes, ces garanties-là existent, dans les faits, dans la pratique, elles n'existent pas. Elles n'ont aucun impact sur la vie et sur le quotidien des magistrats que nous sommes. Ce que nous voulons justement, c'est que ces garanties-là cessent d'être virtuelles et qu'elles soient désormais effectives pour le bien, non pas simplement des magistrats, mais pour le bien de la justice en général. Protéger un juge, quand vous le protégez, vous protégez en réalité les libertés. Un juge, sa fonction, c'est d'être un arbitre. Un arbitre, le propre d'un arbitre, c'est d'être neutre. Mais pour qu'il soit neutre, il faut qu'il soit indépendant. Le juge est le seul aujourd'hui agent de l'État qui est habilité à annuler un acte pris par un président de la République. C'est le seul juge, c'est le seul agent. Donc cette spécificité de sa fonction justifie justement que l'on organise son indépendance dans le respect ou pour le bien des pouvoirs, des citoyens et des libertés publiques. Ça, c'est important. Le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons estimé qu'il doit être réformé à la fois dans sa composition et dans son fonctionnement. Aujourd'hui, partout à travers le monde, vous ne verrez pas, ou vous verrez rarement aujourd'hui, un Conseil supérieur de la magistrature dirigé et piloté par l'exécutif et fonctionnant sur des bases dénuées de toute transparence. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui... Le président de la République avait affiché une disponibilité pour cette réforme-là du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, il y a deux aspects essentiels dans les propositions que nous faisons par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Le premier aspect, c'est d'abord la composition, parce que nous estimons que non seulement ce Conseil devrait être dirigé par des magistrats, mais qu'il devrait être élargi aujourd'hui à d'autres personnalités indépendantes qui ne soient pas uniquement des politiques. Le deuxième aspect sur le fonctionnement, qui nous semble encore le plus déterminant, c'est l'instauration de la transparence dans la gestion de la carrière. C'est extrêmement important. C'est important d'abord parce que ça renforce l'indépendance. Parce que quand un magistrat sait qu'il doit sa promotion ou son avancement non pas à la bienveillance d'une autorité politique, mais à son mérite et à sa compétence, ça c'est extrêmement important, ça renforce son indépendance d'esprit. Et en plus aussi, c'est un facteur de performance. Partout, même dans les organisations privées, la gestion de la carrière, c'est un facteur de performance. Quand on favorise le culte du mérite et de l'excellence, on favorise les performances.
Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les magistrats sont gérés suivant un système dénué de toute transparence. Il n'y a pas de critères objectifs. Et c'est le ministre qui propose selon des critères que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Et justement, sur cet aspect-là, je dois quand même avouer que le président de la République a accepté le principe de l'appel à candidature pour les postes de chef de juridiction. Et nous estimons que ce serait un énorme progrès pour la justice sénégalaise. Un progrès du point de vue de l'indépendance de la justice, un progrès du point de vue aussi de la performance des juridictions. Mais à condition justement que ces promesses-là voient le jour. Ce qui n'est pas encore le cas. En profiter peut-être pour donner du contenu à la direction des services judiciaires qui fait office de direction des ressources humaines de la justice qui est jusqu'ici apparemment une coquille vide. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, il ne s'agit pas de renforcer les pouvoirs de la direction des services judiciaires. Il s'agit de renforcer les pouvoirs des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, le pouvoir de proposition devrait revenir à ceux qui représentent les magistrats au sein de ce Conseil. Les membres de droit et les membres élus, puisqu'il y a des membres élus. Moi-même, je suis président de l'UMS. En même temps, je suis membre élu du Conseil supérieur de la magistrature. Il devait revenir à ces membres-là le pouvoir de faire des propositions sur la base de critères clairs, comme le font les enseignants. Aujourd'hui, au Sénégal, les enseignants sont parvenus à mettre en place un système de transparence qui permet de porter à la tête de la direction des personnes suivant des critères de compétences clairement définis au préalable. C'est tout ce que nous demandons. Un système informatique très performant qui suit les choses de façon technique, scientifique. Et il n'y a aucune considération politique dans ces nominations-là. Ça, c'est important. Ce que l'État du Sénégal a accepté pour des enseignants, mais il doit pouvoir l'accepter pour des magistrats quand même. Maintenant, je dois quand même dire que depuis qu'il est là, le nouveau ministre de la Justice semble être dans de très bonnes dispositions. Mais ce que les magistrats réclament aujourd'hui, c'est qu'on démarre la phase de mise en œuvre de ces propositions de réforme dont certaines ont été expressément reconnues au moins dans le principe par le président de la République. Et c'est pour moi l'occasion aujourd'hui d'interpeller le président de la République pour qu'il aide son ministre à obtenir des résultats probants à la mesure des attentes légitimes des magistrats. Est-ce que ces limites dans l'indépendance des magistrats expliquent l'absence de suite judiciaire pour les rapports de contrôle, rapports de la Cour des comptes, de l'inspection générale d'État? L'opinion sénégalaise se pose des questions sur pourquoi des enquêtes sans suite. Ça pourrait expliquer, effectivement. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de propositions concernant l'indépendance de la justice, nous insistons toujours sur le fait que ce n'est pas une affaire corporatiste. Ce n'est pas l'affaire des magistrats, c'est l'affaire de tout le monde. Dans cette affaire de corps de contrôle, c'est pour moi l'illustration la plus parfaite du caractère complexe et interdépendant de la justice. Puisque les politiques de bonne gouvernance sont conçues et appliquées et conduites par les pouvoirs publics. Les résultats attendus de ces corps de contrôle ont un impact sur la vie économique. Et c'est la justice qui intervient en aval pour sanctionner ou en tout cas prendre en compte les recommandations faites par ces corps de contrôle. Donc là, on est aux confins du politique, de l'économique et du judiciaire. Donc c'est important que lorsque les magistrats parlent, qu'on prenne en compte leurs doléances, parce que ce sont des doléances qui peuvent avoir un impact sur la vie économique. Et c'est précisément le cas aujourd'hui sur la question des corps de contrôle. Les corps de contrôle, ils établissent des rapports, dont certains sont remis au président de la République, ça nous n'avons rien à dire là-dessus. D'autres sont remis au ministre de la Justice, nous n'avons rien à dire là-dessus. Par contre, les rapports qui sont remis directement au procureur de la République, comme c'est le cas de l'OFNAC, posent un problème et sont l'illustration justement de cette question de la dépendance du procureur par rapport au ministre de la Justice. Et puisque aujourd'hui, le parquet travaille sous le contrôle étroit du ministre de la Justice. Et ça peut expliquer l'absence de poursuite, ça peut expliquer aussi la sélectivité ou le caractère sélectif des poursuites. Donc la meilleure manière de garantir une suite probante et efficiente de ces rapports de contrôle, c'est justement de soustraire
cet organe de poursuite qu'est le parquet au contrôle de l'exécutif pour que le travail puisse se faire de manière efficiente, pour le bien de tous. L'OFNAC, cet organe anticorruption de l'État, a déposé déjà une vingtaine de dossiers sur la table du procureur et c'est sans suite pour le moment. En tout cas, en ce qui me concerne, je considère que c'est une situation déplorable. Parce que c'est du devoir de toute autorité judiciaire, et le parquet en est une, d'exercer ses attributions juridictionnelles ou judiciaires dans le respect de l'intérêt général, sans tenir compte de considérations politiques. Et c'est d'autant plus déplorable que ça déteint sur l'image que le citoyen lambda a de la justice sénégalaise. Parce que le citoyen, il ne voit pas un organe, il voit l'entité de la justice. Quand le parquet ne fait pas son boulot comme il le faudrait, mais c'est l'opinion, c'est l'image de la justice qui est écornée. À votre avis, qu'est-ce que le procureur doit faire de tous ces dossiers déposés sur sa table par... les traiter, et ceux qui doivent être poursuivis, qu'ils soient poursuivis. S'il estime qu'il n'y a pas d'éléments, dans tous les cas, il doit les traiter. Traiter ne veut pas dire aller vers la condamnation. Traiter veut dire juste apprécier de manière judiciaire, sans tenir compte de considérations politiques, et donner une suite à ces affaires pour que, au moins, que le travail de ces cours de contrôle ait un sens. Parce qu'il ne sert à rien aussi de mobiliser autant d'énergie, de mobiliser autant d'expertise pour après classer les dossiers dans les tiroirs. La dépendance du procureur au ministère de la Justice ainsi que d'autres préoccupations de votre organisation sont-elles en train d'être discutées au dialogue national? On parle de justice, c'est vrai, au dialogue national. L'Union des magistrats du Sénégal, qui n'est d'ailleurs pas impliquée dans ce dialogue-là, n'est pas invité, associé? Non, nous n'avons pas été invités. Le barreau, par contre, aurait été invité. Mais la justice, en tout cas l'UMSL, n'a pas été invitée. Évidemment, nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas demandeurs non plus. Mais si ce dialogue doit évoquer les problèmes de la justice, j'estime que ces débats-là ne devraient pas être tenus à l'insu des acteurs principaux que nous sommes. Si ce dialogue est un dialogue vraiment inclusif, il devrait normalement prendre en compte les préoccupations et les points de vue des acteurs principaux que nous sommes. Est-ce que l'UMS déplore le fait d'avoir pas été associé à ce dialogue national où on parlera de questions de justice? Ce que nous pourrons déplorer, parce que je ne sais pas encore si le thème de la justice a été effectivement abordé, mais s'il en est ainsi, si c'est vrai que le thème de la justice a été abordé, nous déplorons cette méthode qui ne nous semble pas suffisamment inclusive et qui ne nous semble pas de nature à produire des résultats probants. Parce que quand même, on ne peut pas aujourd'hui parler de la justice sans associer les principaux acteurs que nous sommes. Est-ce que les conclusions de ces assises nationales sur les questions liées à la justice vont vous engager, puisque vous n'êtes pas associé? Si par extraordinaire, il y a des conclusions qui sont favorables, nous serons les premiers à les apprécier, évidemment. Mais pour ce que j'en sais, je sais déjà qu'il y a une approche qui me semble plutôt parcellaire, qui ne me semble pas suffisamment réfléchie et suffisamment systémique pour pouvoir aboutir à des résultats probants. Puisque j'ai entendu parler des modifications de l'article 80, des modifications de certaines dispositions par lesquelles le procureur pourrait lier les juges d'instruction. C'est important tout ça. C'est important, mais si on veut réellement renforcer l'institution judiciaire, je pense que c'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant puisque aujourd'hui, il y a au moins 3 leviers importants qu'il faudrait activer pour pouvoir renforcer l'institution judiciaire. Le premier levier, c'est évidemment les procédures. C'est le cas peut-être à travers certaines dispositions. Le deuxième levier, ce sont les moyens. Et le troisième levier, ce sont les acteurs que nous sommes. Il faudrait faire de telle sorte que les acteurs, puisque on dit souvent que le facteur humain, c'est le premier facteur de performance dans une organisation, il faudrait faire de telle sorte que les acteurs puissent évoluer dans un environnement de nature à favoriser leur épanouissement professionnel. Or, aujourd'hui, et ça aussi c'est un problème que nous déplorons, il y a un fort sentiment de démotivation, un sentiment de frustration, un sentiment d'injustice qui est avec la plupart des magistrats. Du fait d'abord d'une gestion
de leur carrière qui manque totalement d'objectivité et de transparence. Et du fait aussi, ça aussi je le dis, d'un manque de considération qui s'est traduit par un blocage de leur avancement depuis plusieurs années. Nous ne comprenons pas comment un corps d'élite comme celui des magistrats peut voir son avancement bloqué pour des raisons aujourd'hui que personne ne connaît. Depuis plus de 2 ans, nous couvrons derrière un avancement des magistrats et on nous dit que le décret n'aurait pas été encore signé, etc. etc. Mais j'insiste sur le fait que vraiment c'est une situation qui devient de plus en plus explosive et qui ne traduit pas aujourd'hui une considération vis-à-vis de l'institution judiciaire. Les magistrats aussi sont des agents éminents de ce pays et il faudrait aussi que le traitement qu'on leur réserve soit à la hauteur de la mission importante qu'ils exercent. Un traitement de faveur, vous voulez dire alors? L'avancement, ce n'est pas une faveur, l'avancement, c'est un droit. Vous conviendrez avec moi que pour des magistrats qu'on sommes, qu'on nous dise qu'en dépit des instructions fermes du président de la République, qu'en dépit de la bonne intention affichée par le ministre, que pour des raisons que nous ne connaissons pas encore, qu'aucun magistrat ne peut avancer, vous conviendrez avec moi que c'est une situation anormale, que personne ne peut accepter. Il y a en plus des problèmes dans les ressources humaines que beaucoup estiment insuffisantes. C'est une réalité dans le travail de la justice aujourd'hui? Oui, c'est incontestablement une réalité. Vous savez, la norme internationalement recommandée, c'est 10 magistrats pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on en est au Sénégal à 3 magistrats pour 100 000 habitants. La justice... Aujourd'hui, on a au Sénégal 546 magistrats pour 16 millions d'habitants. Là où la Tunisie, qui compte 12 millions d'habitants, a plus de 2000 magistrats. Donc nous avons un magistrat pour 30 000 Sénégalais. Ce qui est largement insuffisant et ce qui déteint également sur le fonctionnement de certaines juridictions. Vous voyez aujourd'hui des juridictions comme le tribunal de Pékin, où il y a un seul juge d'instruction pour des centaines et des centaines de dossiers. Non seulement c'est une charge très lourde pour les magistrats, mais c'est aujourd'hui un facteur de mauvaise performance. Et ça contribue également à l'accumulation des dossiers dans les cabinets d'instruction, puisque une seule personne ne peut pas prendre en charge correctement autant de dossiers. Et ça se ressent aussi dans plusieurs juridictions. C'est important, c'est vraiment devenu aujourd'hui une urgence pour recruter de manière significative, pour permettre de combler ce gap et permettre aussi aux juridictions de fonctionner normalement. Quand on prend des villas qu'on loue pour abriter des palais de justice. Vous savez, la justice, c'est un symbole qui doit être incarné par des magistrats à la hauteur de leur mission. C'est un symbole qui doit être incarné aussi par des locaux. Lorsque la justice est rendue dans des locaux inadaptés, vétus, ça ne contribue pas aujourd'hui à préserver la crédibilité et l'autorité de la justice. Je pense que ça aussi, même s'il faut reconnaître que depuis quelques années, les pouvoirs publics ont fait des efforts, le palais de justice de Dakar en est un exemple, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens-là pour essayer de bâtir ou de construire des édifices qui soient vraiment à la hauteur du symbole que constitue la justice. Et ces conditions de travail des magistrats et des autres personnels de la justice, c'est aussi les moyens logistiques. On peut évoquer le parc automobile de beaucoup de juridictions qui n'est pas renouvelé depuis plusieurs années maintenant. Il y en a qui ne sont pas renouvelés depuis 2006. Vous savez, si je vous dis qu'il y a plus de 27 chefs de juridiction, 27 chefs de juridiction qui n'ont pas de véhicule de fonction, des procureurs, des présidents de juridiction. Vous pouvez aller par exemple dans une région où tous les chefs de service disposent de véhicules, tous à l'exception des magistrats. Vous conviendrez avec moi que c'est une situation anormale. Alors, moi, je considère que c'est bien d'être exigeant vis-à-vis de la justice. C'est normal d'ailleurs. La justice, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde parce qu'elle joue un rôle central dans la vie des citoyens de tous les jours. Mais les exigences doivent aller de pair avec les moyens. Autant on doit être exigeant vis-à-vis de la justice, autant on doit
donner à ces magistrats et à la justice en général les moyens de fonctionner correctement. Des magistrats n'ont pas de véhicule, certains n'ont même pas de bureau. Vous allez au TGI de Pékin, aujourd'hui, il y a des magistrats qui n'ont même pas de bureau. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de bureaux. C'est un seul bâtiment pour un seul tribunal. Voilà, un seul bâtiment, un bâtiment qui était prévu pour une juridiction. On y a installé 2 juridictions. Et finalement, les tribunaux de Pékin et de Guédiawaye. Voilà. Et un TGI, c'était un tribunal d'instance. On y a installé un tribunal de grande instance. Et finalement, on se retrouve avec des magistrats qui n'ont pas de bureau et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et pourtant, s'il y a des longues détentions, on va encore tirer sur les magistrats, sans se poser la question pourquoi on en arrive à cette situation-là. Je dis que ça aussi c'est important. Franchement, je pense que la justice mérite aujourd'hui un projet de grande envergure, un projet de financement qui puisse tenir en compte tous ces paramètres-là et permettre à la justice d'avoir les moyens de sa politique. J'estime que s'il y a un agent qui mérite d'être mis dans de très bonnes conditions, ce n'est pas parce que je suis le président de l'IMS que je le dis, mais c'est bien les magistrats que nous sommes. Parce que nous exerçons une mission hautement importante qui doit être accomplie dans des conditions décentes. Sur le plan de la rémunération ou des rémunérations, l'indemnité de judicature qui n'entre pas dans le calcul des retraites, pour beaucoup de magistrats, l'inquiétude, c'est justement après la retraite, on risque de se retrouver avec des pensions dérisoires, c'est ça? Absolument. La retraite, c'est une grosse préoccupation chez nous. Parce qu'effectivement, les magistrats qui partent à la retraite se retrouvent avec des pensions modiques qui ne leur permettent pas de continuer à vivre dans des conditions décentes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là aussi, nous sommes en train d'y travailler. Et je pense que si tout se passe bien, on pourrait aboutir à une modification ou à une amélioration notable de la pension des magistrats. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons et nous espérons que les promesses entretenues pourront voir le jour. Ces conditions de travail exposent forcément les magistrats à des tentations, la corruption, souvent décriée d'ailleurs dans le travail de la justice. Il n'y a pas de lieu où il n'y a pas de tentation. Que ce soit la justice ou d'autres secteurs, partout il y a des tentations. Mais j'estime, à mon humble avis, que les magistrats sont suffisamment bien armés pour faire face à ces tentations-là. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de valeur des ressources humaines. Au contraire, aujourd'hui, la justice sénégalaise, elle est appréciée et je dirais même admirée à travers l'Afrique et même le monde. Nous avons des ressources humaines de qualité, des hommes et des femmes de vertu. Le problème que nous avons, j'y reviens toujours parce que c'est vraiment un dada chez moi, c'est qu'on l'on mette en place un système qui permette de favoriser le culte du mérite et de l'excellence. Qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, c'est extrêmement important. L'absence de ce système-là fait qu'aujourd'hui, beaucoup de magistrats de mérite, de magistrats vertueux, sont tentés par le départ. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans un système où il ne faut pas évoluer, où on ne peut pas faire valoir leurs compétences. Ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, nous insistons sur ça. Le président de la République a accepté le principe de l'appel à candidature. Nous espérons que lors de la prochaine réunion du Conseil supérieur de la magistrature, on assistera vraiment à une rupture positive dans ce sens-là, pour qu'au moins l'écrasante majorité des magistrats se retrouvent dans ce Conseil qui joue un rôle central dans leur carrière. Est-ce que vos inquiétudes sur l'indépendance de la justice, vous les hissez jusqu'au niveau du Conseil constitutionnel, dont l'image parfois est évoquée par l'opinion, surtout sur des décisions qui concernent les dépôts de candidature à l'élection présidentielle, par exemple. Est-ce que de ce point de vue-là, le Conseil constitutionnel aussi est une préoccupation pour vous? Non, on n'est pas dans la même situation. Je pense que vous savez, le Conseil constitutionnel est composé en partie de magistrats, en partie de professeurs d'université. Ils n'ont pas de problème de carrière, etc. Donc, les défaillances ou les insuffisances que nous notons dans la carrière des magistrats ne concernent pas le Conseil constitutionnel. Et je pense que ceux qui sont là-bas aussi sont soit des professeurs ou des magistrats de haut rang ou des professeurs émérites. Je pense qu'ils devraient avoir toutes les qualités requises pour faire le travail correctement.
Maintenant, le reste, c'est une question d'appréciation. Vous savez, le propre du débat judiciaire, c'est d'être un débat pluvial. Chacun peut avoir son point de vue. Certains peuvent vous dire que telle candidature n'est pas recevable, d'autres vous diront que c'est recevable. C'est une question d'appréciation. Mais je fais confiance à ceux qui sont là-bas. Je pense qu'ils pourront faire le travail correctement. Ces débats-là sont pratiquement évoqués sur tout le continent africain. Est-ce qu'il y a moyen vraiment de limiter les interrogations, les doutes autour des constitutions? Je sais que les magistrats participent beaucoup à des rencontres comme ça au plan international. Est-ce que à l'UMS, c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez souvent? Non, pour le moment, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de réfléchir sur ces questions, mais tout ce qui concerne la vie de la nation nous intéresse. Donc la question de la Constitution, que ce soit au Sénégal ou en Afrique, de manière générale, ça intéresse tous les citoyens. Donc nous sommes des citoyens aussi, nous sommes même des citoyens du monde, comme dirait l'autre. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que la question de la Constitution ne peut pas être distinguée de la question de l'état de droit en général. Et pour moi, le renforcement de l'état de droit repose sur 3 piliers. Sur d'abord le sens élevé de l'état, des dirigeants, parce qu'il faut quand même des dirigeants qui soient animés par l'intention de faire prévaloir l'intérêt général sur toute autre considération. L'autre pilier, c'est pour moi l'existence d'une opinion publique, d'une conscience citoyenne vive, c'est important. Et le 3e pilier, c'est l'existence d'un pouvoir judiciaire fort. Si vous avez dans un pays un pouvoir judiciaire fort, une conscience, une opinion publique forte, je pense qu'on a toutes les chances de faire respecter à la fois la loi en général et les constitutions en particulier. Maintenant, il appartient à chaque peuple aussi de s'organiser pour faire respecter la loi. On aborde maintenant cette interpellation du collectif Nyolank lors de sa manifestation de vendredi à Dakar en soutien à Guy Marius Sagna, membre fondateur de cette plateforme qui a vu le jour après la décision du gouvernement d'augmenter les tarifs de l'électricité. Guy Marius Sagna placé en détention depuis 3 mois pour avoir tenté de manifester devant le palais présidentiel. Nyolank parle d'emprisonnement injuste et vous interpelle, vous demande de réagir, vous magistrats, vous de l'UMS, vous le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Je dirais que je comprends cette interpellation, je la perçois comme une marque de confiance à laquelle nous sommes très sensibles. Malheureusement, je dois aussi dire que ce sont les règles déontologiques qui ne nous permettent pas, nous, en tant que magistrats, de nous prononcer sur des affaires pendantes. Et puisque c'est une affaire pendante, je suis désolé, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je souhaite, c'est que Guy Marius Sagna, qui est un prévenu comme tous les autres, puisse bénéficier des garanties d'un processus équitable. On sait que la magistrature sénégalaise est un monde conservateur. Est-ce que l'UMS, qui est une association, Union des magistrats du Sénégal, peut tendre vers le syndicalisme au vrai sens du terme? Vous l'êtes déjà syndicat, mais est-ce que de façon formelle, on peut s'attendre un jour à ce que ça évolue, UMS, carrément un syndicat, comme on l'a vu ailleurs? Je dois vous dire que ce débat est en train de plus en plus d'être posé au sein de l'UMS. Pourquoi? Parce que justement, certains se disent, mais à quoi sert-il finalement de continuer à faire des propositions qui ne sont jamais prises en compte? À côté, on voit d'autres propositions faites par d'autres secteurs prises en compte parce que ces secteurs-là disposent de syndicats. Et aujourd'hui, dans la sous-région, il y a beaucoup de cas, beaucoup de pays, Bénin, Togo, Mali, etc. Donc, même s'il y a des risques aussi de créer un syndicat, parce que si vous créez un syndicat, vous créez aussi le risque d'implosion, parce que tout le monde ne peut ne pas adhérer, etc. Il risque d'y avoir encore une implosion de l'association. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Je souhaite que les autorités politiques puissent être à l'écoute des magistrats et puissent prendre en compte leurs propositions, leurs préconisations, pour que les gens ne sentent pas le besoin de chercher d'autres moyens de revendication. Parce que nous avons des revendications qui sont, disons, techniquement faisables, financièrement peu coûteuses, je dirais même pas coûteuses du tout, et statutairement légitimes. Donc rien ne justifie aujourd'hui cet immobilisme-là. On a assisté à des réformes qui
qui ont été menées tambour battant en un temps record, que ce soit la loi sur la prorogation de l'âge de la retraite en 2017, alors que les magistrats n'étaient même pas demandeurs, ça a été fait en un temps record. Cette loi sur la criminalisation du viol, elle a été faite en un temps record, nous n'étions pas demandeurs. Ce qui veut dire que s'il y a la volonté, les autorités politiques ne peuvent pas fermement mettre en œuvre ces réformes-là. Les réformes que nous préconisons, ce n'est pas une révolution de la justice. Pratiquer l'appel à candidature, c'est simple comme bonjour. Aujourd'hui, nous avons réfléchi sur tous les textes et nous avons déposé sur la table du ministre de la Justice. Ce que nous attendons, encore une fois, j'insiste, le ministre actuel me semble être dans de bonnes dispositions, mais il est temps qu'on passe à la phase de mise en œuvre et je voudrais vraiment que le président de la République l'aide à concrétiser les immenses espoirs placés à sa personne. Pour vos collègues à l'UMS qui pensent qu'il faut mettre sur pied un syndicat des magistrats, ils pensent que peut-être la grève c'est efficace parce que d'autres secteurs font grève et obtiennent satisfaction. C'est ça en filigrane leur lecture, non? Non, je dis que le débat est en train de se poser, les gens sont en train de s'interroger sur l'opportunité de créer un syndicat. Parce que justement, on se rend compte que malgré tous les efforts de dialogue qui ont été fournis, on n'arrive pas à avancer. Il n'y a pas d'avancée significative. Donc c'est normal que les gens se disent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas chercher d'autres moyens pour aboutir à Europe? Mais encore une fois, moi j'espère qu'on n'en arrive pas là et que les propositions seront mises en œuvre à court ou moyen terme pour le bien de la justice. Souleymane Teliko, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le président de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Merci à Abdou qui est à la régie. Merci d'avoir suivi le grand jury. Bonne fin de semaine. Restez avec nous. Barthélémy Ngom dans quelques secondes pour le journal de midi.